Mon premier challenge, c'était déjà d'être sociologue et à la fois directrice de l'Union régionale des médecins libéraux des Hauts-de-France. Et ça, c'est un challenge. J'ai eu l'autorisation pour venir aujourd'hui sur mon temps personnel. Donc, je suis là avec plaisir pour échanger avec vous et pour vous autoriser un petit pas de côté avec un petit regard sciences humaines et sociologie notamment sur les métiers de soins, notamment de premier recours. Il n'y a intérêt aucun. Voilà, alors je vous dis, c'est de la sociologie, alors moi j'ai fait du texte. Mais parce que ça me semblait important de partager avec vous des informations, notamment sur le fait qu'on parle beaucoup d'interprofessionnalité, et puis des fois on se demande quelles sont finalement les plus-values des uns et des autres. Et je trouvais important de pouvoir rappeler qu'en fonction, on a parlé beaucoup de médecins pharmaciens, de pharmaciens préparateurs, mais finalement, si on parle des acteurs du soin, il y a médecin kiné, il y a kiné infirmier, il y a sage-femme, il y a orthoptiste, orthophoniste, enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui sont des acteurs du soin et que l'intérêt de travailler au niveau de toutes ces professions-là, c'est que les complémentarités sont fortes et pour travailler au quotidien avec toutes ces professions, l'accès au domicile va être différent, l'accès aux étangs naturels et aux professionnels va être différent. En matière de durée de suivi et de prise en charge, et là pour le coup, si on exerce en hospitalier, en établissement ou en ville, ça va être aussi différent. Il y en a qui ont les moyens de prendre le temps d'une consultation, d'autres qui vont avoir le moyen d'avoir des entretiens privilégiés avec les aidants à côté. Et finalement, c'est la richesse de tous ces savoirs et tous ces échanges qui fait l'interprofessionnalité. La question, c'est comment on arrive à les faire converger, comment on arrive à les faire travailler ensemble, et pour le coup, avec un patient qui reste acteur de son propre destin thérapeutique. Donc voilà, un plaidoyer d'abord pour développer des pratiques harmonisées avec des différences qui mutualisent les actions. Et puis, en effet, la nécessité de dépasser la seule cible des médecins généralistes qui, quand même, aujourd'hui, sont saturés d'injonctions et qui plaident aussi pour partager, en partageant avec un certain contrôle, certes, mais qui plaident quand même pour un partage et une ouverture avec les autres professionnels. Donc on est aussi au cœur de changements, c'est-à-dire qu'on est en train de voir ça à une vitesse, pour moi, assez inédite d'un point de vue temporel. On ne calcule plus en termes de dizaines d'années ou 5 ans, mais en termes beaucoup plus courts. On est en train de demander de faire des révolutions de culture à des professionnels de santé pour lesquels la formation n'est pas forcément compatible avec la révolution de culture au niveau temporel. Et où parfois l'enseignement n'est pas forcément compatible avec la révolution culturelle qu'on leur demande. En tout cas, on est dans une période de changement qu'il faut pouvoir entendre et avec une forte volonté de sortir d'une conception très individuelle, très individualiste de la santé, curative. Et pour le coup, tous les discours qui ont été dits précédemment sont dans cette veine-là. Donc il y a la nécessité de trouver des nouvelles normes d'exercice, une mutation qui pour moi doit quand même pouvoir être longue et qui, on va quand même pas se le cacher, risque quand même d'être un peu difficile parce qu'il y a des intérêts en jeu qui ne sont pas forcément financiers mais qui sont aussi de l'ordre du symbole, de l'ordre du jeu d'acteurs et de l'ordre de culture professionnelle à mettre en musique ensemble. Mais quand on veut, on peut. Donc c'est des chantiers prometteurs, on les a cités, je vous les ai remis en détaillant les acronymes parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais voilà, l'éducation thérapeutique, c'est un des lieux évidemment où peuvent s'exprimer l'interprofessionnalité et où le patient est présent, ce qui ne gâche rien quand même. Des actions de prévention où on demande aux professionnels de santé de monter en charge de plus en plus et pour le coup, il y a des nouvelles pratiques qui sont en train de s'inventer. Les pôles et maisons de santé et puis voilà, toute cette réorganisation territoriale qu'on nous promet magnifique, mais qui pour l'instant me semble être une usine à gaz pour voir ce qu'on va en faire. Mais donc les plateformes territoriales d'appui, les groupements hospitaliers de territoire, les communautés professionnelles territoriales de santé, de la télémédecine, et qui ont vocation à une marche ultra forcée, à changer nos pratiques et à faire qu'au final le patient aille mieux. Donc il y a la nécessité d'impliquer toutes les professions de santé. Moi, j'ai reprécisé aussi, y compris toutes les spécialités médicales. Je sais qu'on a dit soins de premier recours,
Mais pour le coup, si on parle de conciliation médicamenteuse, chez les autres spécialistes, ça pourrait valoir le coup d'aller gratter un petit peu. Et puis, sur l'éducation thérapeutique, ça a toujours été un plaidoyer. La bientraitance envers les patients n'est pas valable que pour les médecins généralistes. Mais ça, c'est encore autre chose. Et puis voilà, l'ouverture aussi sur d'autres secteurs, type le secteur médico-social ou social, que quand on parle de désectorisation, on ne peut pas faire une prise en charge globale du patient si à un moment on ne réfléchit pas aussi au pont des autres acteurs. Alors ça fait beaucoup d'acteurs, mais il faut malgré tout les intégrer. Les éducateurs, les assistantes sociales sont des acteurs majeurs quand on veut pouvoir prendre en charge un patient. Donc une source de richesse, certes, beaucoup de richesse avec beaucoup d'acteurs, mais plus il y a d'acteurs, plus il y a de conflits potentiels qu'il ne faut pas non plus nier si on veut pouvoir essayer d'aboutir à un changement de pratique durable et pérenne et qui satisfasse tout le monde au passage. On a par exemple des nouvelles professions qui sont en train de naître. On parle d'infirmières cliniciennes, de pharmaciens traitants, de sages-femmes qui ont des compétences qui s'élargissent, d'autres professionnels qui maintenant ont le droit de prescription quand avant ils ne l'avaient pas, comme par exemple les masseurs kinés qui peuvent prescrire des traitements de substituts nicotiniques. Donc on a voilà, une révolution qui se fait rapidement, mais il y a des questions qu'il faut garder en tête. Ce sera aussi quel est le modèle économique, même au-delà de la rémunération en tant que telle, quel est le modèle économique qui va avec ces révolutions de pratique. Parce que, par exemple, quand le professeur Lefebvre vous dit qu'ils se réunissent entre eux et qu'ils vont parler de cas, c'est très bien. La question, c'est qui est payé pour le faire et ce qui sera possible de l'ordre du volontarisme, parce que les gens sont convaincus que ça leur est utile. Comment on arrive à trouver un modèle qui, au-delà de le convaincre, va permettre que ce temps passé puisse être reconnu, valorisé et donc diffusable partout. Quel partage de compétences, évidemment. Si on veut que les choses se passent mal, on fait ce qui se passe en ce moment. À savoir, on dit aux gens d'aller s'occuper, alors on vous a cité des thèmes, mais d'aller sur la vaccination, sur les promotions de la santé, sur l'éducation thérapeutique, sans concertation des acteurs. Et puis après, vous les laissez entre eux, se battre entre eux, il n'en restera qu'un au final, mais au final, tout le monde y aura perdu. Donc moi, je fais un peu l'éloge du temps et de la concertation et de la discussion et l'intelligence des acteurs pour se mettre autour de table, pour se dire qu'en effet, au vu du nombre de patients chroniques qui sont présents, au vu des moyens qui sont injectés, il y a quand même moyen de trouver des choses qui conviendraient à tout le monde, mais ça nécessite de pouvoir prendre le temps de les poser. Donc, quelle redéfinition finalement des missions ? On voit bien qu'on est quand même dans un moment où il faut que les missions de toute façon se redéfinissent. Les soignants qu'on a connus il y a 10 ans ne seront certainement pas les mêmes dans 10 ans, 20 ans et dans 30 ans, peut-être qu'il y en aura une partie qui n'existeront plus. Je suis très optimiste. En tout cas, voilà, nécessité pour moi de trouver un consensus par les acteurs eux-mêmes, au risque d'avoir des professions qui se déchirent entre elles plutôt que de se fédérer, ce qui dévaloriserait toutes les professions au passage. C'est-à-dire que personne n'a à y gagner, qu'il y en ait un qui tombe. Dans les défis, il y a évidemment pour moi, et ça semble évident, c'est de garder le patient au centre de l'interprofessionnalité. C'est-à-dire que je dirais bien que l'église au centre du village, c'est plutôt le patient. Mais ça dépend du village. Et que si on veut pouvoir, sur le long terme, avoir une prise en charge optimisée, c'est l'interprofessionnalité qui est une réponse. C'est-à-dire qu'on voit aussi que ça prévient du burn-out dans les secteurs où des professionnels sont en tension. Travailler ensemble, ça permet de garder des liens sociaux. Et que pour le coup, en ce moment, on nous promet beaucoup de télémédecine, de téléconsultation, de téléexpertise. Mais il y a aussi des études des sciences cognitives qui montrent que le lien social, c'est aussi ce qui permet aux gens d'être bien, d'être heureux et finalement de rester installés sur certains territoires qui se vident dangereusement. Donc voilà, après c'était attention à ce que l'interprofessionnalité ne soit pas organisée et définie en l'absence des principaux concernés. Et dans les principaux concernés, il y a aussi les usagers. Et puis c'était ma phrase de conclusion puisque je sais que vous êtes tous pharmaciens et que je ne suis pas pharmacienne de formation, c'est vraiment plaider pour, et je ne suis pas médecin de formation non plus, mais c'était de plaider pour voilà, l'hybridation et que pour moi c'est le mélange de gens qui permet qu'on innove et qu'on n'a jamais innové, on n'a jamais été bon en restant chez soi et que les plus grandes innovations sont à la marge, elles sont à la marge des disciplines qui sont constituées. Voilà. J'espère que j'ai tenu mes 10 minutes. Merci, parfait.